Ben, cette année marque le début de notre partenariat triennal avec la Société de sauvetage. Puis ce partenariat-là a pour but oui, de sensibiliser plus par rapport à la sécurité des piscines résidentielles, puis aussi justement prévenir des noyades si on est capable avec un aménagement idéal. Et qui de mieux pour parler de ce sujet que le directeur général de la Société de sauvetage, Rénal Hawkins, qui est depuis plus de 30 ans le directeur général. Oui, c'est ça, plus de 30 ans. Si on veut raccourcir un peu, là, ça va faire plutôt 35 bientôt, là. Oui. Puis, est-ce que vous pouvez nous parler de la Société de sauvetage? Comment ça a débuté cette organisation-là, ou son implication au Québec? Un peu, parlez-nous de l'organisation. Ben, la Société de sauvetage Division du Québec, là, parce qu'il y en avait une aussi en Ontario qui est arrivée avant nous en 1907. Nous, au Québec, c'est 1909. Comme bien les organisations de secourisme, ça vient d'une maison mère qui était l'Angleterre, comme l'Ambulance-Saint-Jean. Les gens reconnaissent ça. Fait que nous, on est arrivé ici au Canada avec l'appellation de la Société royale de sauvetage. Canada, mais division du Québec depuis 1909. Depuis 1976, on est devenu un organisme sans but lucratif au Québec. Là. On n'avait plus juste une charte royale, mais bien une bonne charte là, dans le registre des entreprises. Et on a commencé à se préoccuper pas juste de la formation des sauveteurs, mais vraiment se poser la question, notre mission, c'est quoi? Et donc, on est à l'aube des années 90 et on convient que la prévention de la noyade est la raison d'être de notre organisation. Oui, on forme des sauveteurs. Oui, on sauve des vies. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de faire en sorte qu'ils n'en produisent pas de noyades. Et là, on a commencé à travailler avec les coronaires pour comprendre où les gens se noient. Est-ce que c'est juste dans les lieux publics? Est-ce que c'est dans les piscines résidentielles? Est-ce que c'est dans les lacs, les rivières? Et au fil du temps, ben, on est capable de pouvoir expliquer aux gens pourquoi on fait des campagnes de sensibilisation, pourquoi on cherche justement ce qu'on appelle des mesures les plus efficaces ou les plus efficientes pour prévenir la noyade. Parce que tout interdire pourrait être une solution. Hein? Tout interdire les piscines, on n'en aurait plus de noyade, mais c'est pas ça l'approche de la Société de sauvetage. C'est plutôt de dire, est-ce qu'on peut parler d'un aménagement sécuritaire? Est-ce qu'on peut parler d'un encadrement sécuritaire? Est-ce qu'on peut parler de bon comportement quand on est près de l'eau, sur l'eau et dans l'eau? On est persuadé que ça va faire en sorte que ça va continuer à réduire des noyades. Ça va faire 35 ans bientôt que je suis le DG, mais ça fait plus de 40 ans que je suis impliqué dans cette cause-là. Il y a 40 ans, on parlait de 200 décès liés à l'eau par année au Québec. Il y a 40 ans, on n'avait pas 750 000 de propriétaires de piscines résidentielles. On n'avait pas 1,2 million de plaisanciers à travers le Québec. Là. Et combien de cours d'eau accessibles maintenant? Combien de parcs aquatiques, de plages, de piscines publiques? Alors, nécessairement, lorsque je vois que maintenant notre moyenne est de 80, mais je me dis, on a déjà atteint beaucoup. Mais il reste qu'une noyade, c'est toujours une de trop parce qu'on sait que la plupart d'entre elles sont évitables. Puis c'est pas juste moi qui le dis, pas juste notre organisation, mais c'est l'ensemble des coronaires qu'on a au Québec qui ont le mandat d'investiguer lorsqu'il arrive un décès par noyade au Québec puis au Canada. Je suis vraiment émue par tout ce que vous avez dit. C'est vraiment de voir le chiffre qui a descendu autant année après année, mais considérant toutes les piscines qui ont vu le jour, les accès, est-ce que vous pensez que justement les actions de la Société de sauvetage et de la sensibilisation, tout ça, a aidé à réduire ce nombre-là? Au risque d'être un peu prétentieux, on se donne une petite tape dans le dos là, Oui. comme organisation. Ça se fait pas tout seul. Ça se fait justement grâce à des partenaires. Ça se fait avec une équipe. On est maintenant plus de 30 employés à la Société de sauvetage. Oui, on travaille beaucoup dans la formation des sauveteurs, mais on est aussi dans le domaine du secourisme. On est aussi dans le domaine du sauvetage nautique. Donc, on essaie d'être là où se produit la noyade, bien, on essaie de pouvoir mettre en place soit des programmes, soit des activités ou des services pour faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Alors oui, c'est une prétention qu'on a de dire qu'on est venu faire la différence. Puis vous savez quoi?
les gens n'appelleront pas les médias pour pouvoir dire « Hey, on a pris les conseils de la Société de sauvetage, puis c'est ce qui fait qu'on est devant vous aujourd'hui. » C'est le contraire. C'est plutôt lorsqu'il arrive un drame. Mais on a eu une approche depuis fort longtemps, c'est que malheureusement, même s'il y a une famille qui est éplorée face à un incident, pour nous, on dit qu'il faut voir là l'opportunité d'éduquer et de sensibiliser la population sans trop commenter la situation en tant que telle, mais de présenter les données qu'on possède année après année. Et oui, apprendre de ça. Puis oui, malheureusement, il y a une victime, mais on a peut-être sensibilisé 10 personnes à modifier leur comportement. Et nécessairement, on le voit là, que ça a une différence. Au Québec, par rapport au reste du Canada, il y a une diminution constante des noyades chez les enfants dans les piscines résidentielles parce qu'on les a rendus inaccessibles depuis 2010. On voit que ça fait vraiment une différence. Et on est un des premiers États en Amérique du Nord là, qui a privilégié ça. Avant, on faisait ce qu'on appelle des recommandations. On disait aux municipalités, veuillez adopter un règlement municipal, mais à force de travailler avec les coroners, à force de pouvoir dire aux différents ministres qui étaient responsables des affaires municipales, puis la santé publique, on a réussi à convaincre le gouvernement d'aller de l'avant. Et la bonne nouvelle, malgré que certains prétendent qu'on vient jouer un peu dans qu'est-ce qui se passe dans ma cour arrière, mais à partir du 30 septembre 2025, tout le monde devra être conforme à cette idée-là. Je rends le plan d'eau dans ma cour arrière inaccessible. Et quand je vais ouvrir la piscine pour la baignade, bien là, je vais travailler définitivement sur le comportement humain qui surveille constamment tes enfants, tes adolescents et peut-être les personnes plus âgées aussi, parce que ce sont eux qu'on retrouve aussi dans nos données sur les noyades maintenant. Exactement, parce que ça ne veut pas dire qu'on prône de bien sécuriser l'accès, qu'on met de côté complètement la sensibilisation puis l'éducation à des pratiques sécuritaires autour de la piscine. Oui, puis tu sais, on le fait bien par rapport à la rue. Dès que l'enfant apprend à marcher, on lui dit qu'il ne peut pas traverser la rue sans prendre maman ou papa par la main. Mais c'est la même chose avec la piscine dans la cour arrière. Vous savez, on a une expression qui dit que si l'enfant n'est pas à portée de la main, c'est parce qu'il est déjà trop loin. C'est vrai. Fait que quand on veut se baigner avec les enfants, ben on descend dans l'eau avec les enfants. Puis justement, qu'ils soient toujours à la portée de la main, on assure cette surveillance-là. Si on a une activité familiale, là, on va prendre le temps de désigner une personne adulte, pas le grand frère ou la grande sœur, adulte, puis dire, toi, là, tu vas jouer le rôle de sauveteur désigné ou de surveillant désigné. Puis voyez-vous, là, les Trivi de ce monde, les clubs piscines de ce monde vous ont fabriqué ce genre d'équipement-là. Ça peut être n'importe quel chapeau, ça peut être un bâton. L'idée, c'est, pendant 15 minutes, c'est toi qui vas jouer ce rôle de surveillant désigné-là. Et en plus, on est venu te rappeler des règles de sécurité que tu devrais là, donc tu le portes. Si pour une raison ou pour une autre, tu as terminé ton mandat de surveillance, je le prends et je le donne à l'autre adulte. OK? Je te demande de porter ça. Pas juste pour jouer le rôle de sauveteur, mais pour vraiment que tu puisses comprendre que tu ne peux pas te faire distraire par autre chose que de surveiller constamment les enfants. Oui, parce que sinon... Parfois, tu penses que l'autre adulte est en charge. Je pensais que lui, il regardait, je pensais que lui était en charge en s'attribuant à soi ou à une autre personne vraiment la responsabilité. Mais là, ça peut plus tomber en deux chaises. Bien, vous avez raison. Et combien de fois qu'on l'a entendu? T'sais, on était 3-4 adultes autour de la piscine, mais oui, tout le monde prend pour acquis que quelqu'un surveille, mais personne ne le fait. Puis, vous savez, on a pris cette approche-là avec le même principe que le conducteur désigné. Tout le monde comprend ça là, au Québec. Là. Conducteur désigné, c'est moi qui vais prendre tes clés d'auto. Hein, il y a une action dans ce sens-là. Donc, je me responsabilise, je ne consommerai pas. C'est le même principe. Ah oui, je vais jouer au rôle de sauveteur désigné. Puis là, on parle souvent des jeunes enfants. OK, oui, les 0-4 ans, c'est eux qui, malheureusement, sont plus à risque de noyade selon nos données. Mais nos 6, 7, 8 ans, malheureusement, ils s'amusent à « je retiens mon souffle plus longtemps ». Et ça, on a un peu dans notre jargon, c'est de créer ce qu'on appelle le phénomène de la syncope en partie peu profonde. Et la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que j'aurais beau tenter de réanimer l'enfant avec ma méthode de RCR, pour toutes les raisons physiologiques, là, on ne réussira pas. Donc, c'est pour ça que c'est prohibé de jouer à ce jeu-là, puis en même temps,
Qui ne l'a pas fait? Moi-même, je l'ai fait quand j'étais jeune. Alors, l'idée maintenant, les études nous le démontrent, c'est que lorsqu'on assure cette surveillance-là en tant qu'adulte, bien, on s'assure aussi au bon comportement. Nos adolescents, c'est peut-être pas l'endroit le plus approprié pour plonger. OK? On est venu établir avec le gouvernement la norme pour justement plonger dans une piscine creusée où il y a un minimum de 3 mètres de profondeur avec un dégagement de 15 mètres. Là, on s'assure que c'est peut-être plus sécuritaire, mais en deçà de ça, ben, il faut jouer le rôle de sauveteur, interdire un peu, puis de faire comprendre à nos adolescents, justement, qu'il y a un risque associé à ça. Puis pour nos adultes, ben, on va peut-être inciter ça, mélange l'alcool puis la baignade. Ça va pas tout à fait ensemble, puisque 4 fois sur 10, le facteur d'alcool était peut-être contributif à la blessure, la moelle épinière, parce qu'on a plongé en partie peu profonde, ou encore à la noyade, parce que j'étais seul au moment de l'incident. C'est quand même incroyable que tant de personnes ont des piscines, mais que peu connaissent les bonnes manières de se comporter autour d'une piscine. Tu sais, comme le jeu de retenir son souffle. Là. Vous êtes surprise, hein? Je suis vraiment surprise. Ben, qui ne l'a pas fait? Et malheureusement, ça nous cause des décès. Au Québec. Là. Un jeu qui semble inoffensif. Inoffensif et qui malheureusement a la conséquence que même si je tente de vouloir le réanimer, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins qui le prétendent, qui le disent là, pour des raisons physiologiques qui appartiennent à l'organisme humain. Wow, c'est incroyable. Alors, on essaie d'éviter un peu ce genre d'activité-là, mais on peut s'amuser. On peut s'amuser à faire l'étoile sur le dos. On peut s'amuser à aller ramasser des choses dans le fond de la piscine. On peut avoir du plaisir dans l'eau, là. Puis, un peu comme je vous disais, notre objectif, c'est de ne pas tout interdire, mais de s'amuser de façon sécuritaire lorsqu'on a accès à ce plan d'eau-là dans notre cour arrière. Justement, là, on a survolé un peu les statistiques. En ce moment, au Québec, le chiffre pour les noyades ressemble à quoi? Est-ce qu'il est en baisse, en hausse? Est-ce qu'il est stable? C'est quoi la cause? Ça dépend toujours comment on prend les données. En date d'aujourd'hui, là, on est le 30 mai, là, on est à 15 décès liés à l'eau. Comparativement à pareille date, l'année dernière, c'est 20. Mais l'année dernière, j'ai ce que j'appelle des multiples noyades au même moment. Okay, malheureusement, on a connu justement des situations-là en eau libre où ça a causé plus qu'une victime. Là, lorsque je regarde les données de cette année, j'en ai 2 sur les 15 qui touchent la piscine résidentielle. Un enfant d'environ 2 ans, selon les données non officielles que j'ai pour l'instant, et une personne plus âgée de 65 ans. Donc, ça suit un peu la tendance vers laquelle on souhaite aller, moins de 80. Avant la pandémie, on commençait à baisser le 80 en moyenne. Là. On était peut-être même plus proche du 65, 70. Mais quand est arrivée la pandémie, vous savez, tout le monde était au Québec, tout le monde voulait être à l'extérieur. Et là, on a explosé là, de 40 de plus que notre moyenne. Fait que ça a fait remonter un peu les chiffres. Fait que là, on est dans une tendance qui continue à baisser et on souhaite que ça va aller dans ce sens-là. Ben oui, il y a eu beaucoup de nouveaux propriétaires de piscines, j'imagine, puis des gens qui ne sont pas habitués avec des nouvelles pratiques. Oui, et il y a toujours un peu, ça ne nous arrivera pas. Ouais. OK. Combien de fois j'ai vu et entendu dans les enquêtes d'investigation, oui, j'ai installé la piscine, mais ma clôture n'était pas encore arrivée. Ben, t'es peut-être mieux d'attendre de la remplir, la piscine, avant jusqu'à temps que la clôture soit installée. Là. Donc, parce que c'est le principe là, fondamental, c'est pas la piscine en tant que telle qu'il faut interdire, mais son accessibilité lorsqu'elle n'est pas ouverte pour la baignade. Parce que dans ces statistiques-là, justement, j'imagine que vous voyez souvent que c'est quand le parent n'était pas au courant, que l'enfant y retourne, d'où pourquoi on veut limiter l'accessibilité. C'est le premier facteur le plus déterminant au Québec. Là. Quand on a commencé à se préoccuper du phénomène des noyades dans les piscines résidentielles, le Québec avait un triste record canadien. Par taux de population, c'était ici où les enfants se noyaient le plus. Alors donc, on s'est dit, est-ce qu'on va toutes les interdire, ces piscines-là? Non.
Puis on va commencer à dire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la grille de Haddon. OK? Puis on essaie de voir là où on peut avoir le plus d'efficacité. Et on s'est rendu compte que plus souvent qu'autrement, c'était pas lors de l'activité de baignade que la noyade arrivait, c'était plutôt lorsque l'enfant avait accès à la piscine, à l'insu même des propriétaires ou des adultes occupants. Donc, on s'est dit, étant donné qu'on ne peut pas avoir cette surveillance-là constante, parce que c'est un défi en tant que parent 24/7, là, moi, j'en connais pas de parents qui ont réussi à faire ça. Là. Donc, on dit, est-ce qu'on peut le contrôler, cette accessibilité-là? Et je me rappellerai toujours une maman qui m'a écrit pour me dire, je barre la porte de ma maison pour empêcher mon enfant d'aller dans la rue. Et quand j'ai dans ma cour arrière une piscine, je n'ai pas cette même préoccupation-là. Alors, je trouve que ça a tout son sens. Tu sais, on est conscient qu'il y a un danger par rapport à la rue, mais c'est comme si le côté récréatif, plaisir, vient atténuer le risque. Et nous, on dit, enlevez-vous ce souci-là dans la tête en faisant l'aménagement sécuritaire puis en respectant la réglementation provinciale, vous allez avoir une préoccupation de moins. Et lorsque, dès l'enfant apprend à marcher, qu'on le fait par rapport à la rue, on fait la même chose. Quand tu vas aller te baigner, ça veut dire maman ou papa. OK? Et là, c'est peut-être, dans son cas, c'est le dispositif de flottaison que je vais demander à l'enfant de porter tout le temps. Puis je vais peut-être expliquer au grand frère et à la grande sœur que le petit frère ou la petite sœur a besoin de ce dispositif de flottaison-là. Et naturellement, suivre des cours de natation, c'est fondamental parce que préscolaire, ce qu'on appelle, là, dans le fond, là, les enfants de 1, 2, 3 ans, qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, des cours par enfant, on va montrer à l'enfant comment faire l'étoile sur le dos. S'il réussit à faire l'étoile sur le dos puis qu'il tombe dans l'eau, bien, ça va être ça son réflexe, de venir à la surface de l'eau et de pouvoir continuer à ventiler, puis peut-être, des mamans ou papa, il y a un petit problème. Là. Puis dès que l'âge de 4 ans, bien, il y a toutes les habiletés motrices pour apprendre à se déplacer dans l'eau et à nager, éventuellement sans ces dispositifs de flottaison. Et comme je vous dis, on continue à maintenir cette activité-là d'apprentissage de natation pour faire d'eux des personnes qui vont être capables de réagir correctement si jamais ils tombaient de façon involontaire dans une partie profonde. C'est ça, parce que dans le fond, on veut pas remplacer la surveillance par des dispositifs qui empêchent l'accès. C'est complémentaire. Oui, vous avez raison. Puis on le sait là, qu'avec la technologie, de plus en plus, on se pose cette question-là. Est-ce que je peux avoir un détecteur de mouvement dans la piscine? La réponse est en complémentaire au contrôle de l'accessibilité. Je ne peux pas être contre ça. Mais est-ce que ça devrait faire toute la différence entre le ceinturage qu'on a? Moi, je dis malheureusement, il y a des défaillances tout partout et je sais qu'il y en existe là, des défaillances. Là. Tout comme il peut y avoir une défaillance par rapport à l'être humain. Je pense pas que la technologie nous assure à 100% de tout ça, mais ça peut être une mesure complémentaire, ça, c'est de façon très claire aussi. Vous en avez parlé un peu, mais nous, en tant que citoyens qui ont des piscines, c'est quoi les meilleures pratiques à adopter autour d'une piscine pour que ça soit sécuritaire? Bien, à partir du moment où on a un aménagement sécuritaire et que c'est conforme à la réglementation provinciale, vous avez déjà dans votre liste de vérification atteint un objectif fondamental. Au début de la saison, parce qu'on a nos hivers, OK, bien, peut-être revérifier tout le mécanisme. Est-ce que ma portière se referme automatiquement? Est-ce que mon petit loquet de sécurité s'enclenche comme il devrait le faire? Donc, je viens faire ces ajustements-là. Et lorsque tout ça est fait, bien là, je vais prendre le temps aussi d'éduquer mes enfants et peut-être éduquer aussi les personnes adolescentes et les adultes pour dire on doit réitérer c'est quoi les comportements qu'on cherche. Vous savez, quand vous fréquentez des piscines publiques, là, c'est souvent le sifflet pour ne pas courir parce qu'on sait qu'il y a un risque de blessure si tu glisses avec l'eau. Mais c'est un peu le même principe par rapport au règlement qu'on peut donner dans notre piscine, tel qu'on ne plonge pas dans une piscine hors terre ou on ne plonge pas dans la partie peu profonde de la piscine creusée. Et naturellement, de toujours faire comprendre qu'on ne peut pas aller se baigner sans justement la surveillance de d'autres adultes autour de la piscine et de jouer ce rôle-là de sauveteur ou surveillant désigné. Et lorsque l'activité pour n'importe quelle raison, je dois l'arrêter.
il y a quelqu'un qui sonne à la porte, c'est le temps d'aller chercher la collation, c'est le temps de faire une pause. On sort tous les gens de l'eau, on referme notre portière normalement, on me remet l'enclenchement pour s'assurer que tout est fait. Et là, s'il y a des objets flottants, bien, on les enlève parce que tout ça peut devenir attirant pour le jeune enfant. Il veut aller récupérer le ballon, il va aller récupérer sa petite bouée flottante. L'idée, c'est qu'on met ça le plus neutre possible. Et ça va venir faire la différence parce qu'encore une fois, les données nous le démontrent que l'activité de baignade était terminée, mais on a retrouvé l'enfant dans l'eau. Ah, il y avait des objets flottants. Alors, c'est ce qu'on veut éviter. Et pour les plus adultes, au risque de me répéter, mélange d'alcool et la baignade, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire et d'y aller peut-être plus avec la consommation d'eau pétillante et ça va faire amplement le travail. Éviter les distractions. Et éviter, ça c'est clair. Pour moi, là, autre chose que de la surveillance, c'est pour ça qu'on a créé ces objets-là de surveillants et de sauveteurs désignés, c'est que pour faire prendre conscience de toute l'importance de surveiller constamment, puisque la noyade est un phénomène qui est silencieux, c'est 15 à 20 secondes chez un enfant. Fait que si moi, j'ai un livre à côté de la piscine, mais que je suis supposée te surveiller, ben c'est pas ça que je suis en train de faire. Non. Puis, vous savez, avec la pandémie, on a appris le télétravail. Alors, c'est pas vrai que je peux faire du télétravail en même temps que mes enfants se baignent. Non. C'est pas de la surveillance. C'est pas de la surveillance. C'est pour ça que je dis, prenez le temps de faire... Vous savez, nos sauveteurs qu'on voit sur les piscines et les plages font ce qu'on appelle des rotations à toutes les 15 minutes là, pour la variation de stimuli, pour les maintenir alertes. Là. Mais c'est la même chose avec nous. Là. Lorsqu'on est dans une cour arrière, ben on assure cette surveillance-là pendant 15 minutes. Puis si on est seul parent, ben on dit aux enfants, écoutez, c'est une pause. Hein? Trouvez-vous un autre jeu pour faire cette pause-là, prendre la collation, et on reviendra plus tard. Mais tant ce longtemps que la piscine n'est pas accessible, personne ne doit y aller. C'est certainement l'une des meilleures recommandations que je peux faire. Très intéressant. Là, on aborde peut-être un sujet un peu plus touché. Je sais que la Société de sauvetage ne fait pas les lois, mais il y a les nouvelles réglementations pour la sécurité des piscines résidentielles qui s'en vient le 30 septembre 2025. Il faut être conformé. Il y a certaines personnes qui mentionnent être mécontents ou confus parce que, par exemple, ils habiteraient proche d'un lac ou d'une rivière. Puis là, il faut qu'ils clôturent leur piscine, mais ils se disent, ben là, la rivière n'est pas clôturée. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là et comment on peut leur répondre? Bien, vous savez, la réglementation est venue, dans le fond, selon moi, régler un problème de où se produisent les noyades chez les jeunes enfants. Comparativement à la plage que j'ai devant le chalet, j'ai une distance à franchir avant d'arriver à cette plage-là, puis c'est pas vrai que vous arrivez toujours dans le creux. Tandis qu'ici, pour un jeune enfant de 2 ans, s'il tombe dans cette piscine-ci, il va être dans le creux. Alors, c'est comme si je disais, ben, la petite pataugeoire qu'on met là, avec une chaudière d'eau, là, est-ce que j'ai besoin de la ceinturer? La réponse est non. Du moment que je dépasse une certaine quantité de litrage d'eau, parce qu'on sait que la noyade peut se produire même dans la baignoire chez les enfants. OK? Alors donc, l'idée, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je sais, on le voit déjà, là, qu'il y a une tendance à la baisse. Donc, ce qui veut dire que l'accessibilité qui est contrôlée a fait la différence. Est-ce que la Société de sauvetage vous demande de clôturer toutes les rivières et tous les lacs? La réponse, c'est non. Mais c'est pas juste moi qui le dis, c'est pas juste la Société de sauvetage qui le dit. Même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est venue établir 10 mesures pour prévenir la noyade sur notre planète Terre. Et l'une de ces mesures-là, c'est là où il y a des enfants, vous devriez vous organiser pour ceinturer, justement. Ça donne que les enfants, c'est dans les cours arrière et c'est pour ça qu'on est venu contrôler ça. Et un peu comme je le fais avec la rue, est-ce que les rues sont toutes clôturées? La réponse, c'est non. Ben, mon lac, ma rivière, c'est une question d'éducation. Tandis qu'ici et là, la distance n'est pas aussi longue que la rue ou le lac. C'est pour ça que je dis qu'il faut venir contrôler. Et là, j'entends déjà les gens dire « Oui, mais moi, j'ai plus d'enfants. »
sont devenus des grands. Vous avez raison, mais est-ce que vous allez être propriétaire à vitam aeternam de votre maison? Forcément, la réponse est non. 2, est-ce que vous pouvez recevoir de la visite? La réponse, sûrement, oui. Est-ce qu'un jour, vous allez avoir des petits-enfants? Sûrement aussi. Alors, donc, le risque est toujours présent. Et ce qu'on voit de plus en plus dans nos données, à cause qu'on a une population qui est de plus en plus âgée, que certaines de ces personnes-là souffrent justement de maladies cognitives telles que la démence ou l'Alzheimer. Il n'est pas rare que ces gens-là partent de leur cuisine ou de leur salon, franchissent le patio en question et se retrouvent dans la piscine, à l'insu même des autres occupants. Puis là, oups, et où telle personne? Et là, on se met chercher tout partout dans la maison parce qu'on est sûr qu'elle n'est pas dans l'aquarium et on la retrouve dans le fond de la piscine. Donc, le ceinturage va permettre aussi de contrôler cette accessibilité-là pour ces personnes-là. Donc, on va sauver. C'est un obstacle de plus, effectivement, et je ne pense pas que cette personne-là va tenter d'escalader comparativement à l'enfant. Alors, donc, moi, je pense que ça va venir faire la différence encore une fois. Et peu importe que ce soit la piscine ou la plage du chalet ou de la résidence, être seul, c'est définitivement pas le meilleur des conseils, même si vous avez le goût de vous rafraîchir. Vous pouvez avoir un malaise dans l'eau, c'est nettement différent que si j'avais un malaise ici. Dans l'eau, vous savez, la définition de la noyade, c'est une asphyxie qui est causée par le milieu fluide de l'eau, là. OK? Alors, donc, si pendant 15-20 secondes, je suis inconscient ici, je vais continuer à respirer. OK? Quelqu'un va me voir, va déclencher le 911, bien, le même 15-30 secondes dans la piscine, ça va faire toute la différence. Ça va être la noyade certaine. Trop tard. Oh. Justement, on parle de cette nouvelle réglementation-là. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des points forts qui ressortent, des choses à savoir peut-être qui peuvent surprendre les gens? Ou... Vous savez, depuis 2010 qu'on a un règlement, toutes les nouvelles installations depuis 2010 doivent être conformes à la réglementation provinciale. La nouvelle réglementation auquel on fait allusion, c'est qu'on est venu dire aux propriétaires existants antérieurs à 2010, votre droit acquis que vous aviez là n'existera plus à partir du 30 septembre 2025. Et je sais que j'ai des gens qui sont pas heureux de ça. Et encore dernièrement, il y a quelqu'un qui m'écrivait « Je suis un retraité, ça fait 30 ans que j'ai ma piscine creusée, il n'est jamais rien arrivé, je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. » Alors, donc, on comprend que le principe, c'est de la rendre inaccessible. On vient protéger le voisinage lorsque c'est une piscine creusée, mais on vient protéger aussi les occupants de la maison par ce ceinturage-là. Souvent, les propriétaires de piscines creusées ont déjà la clôture pour protéger le voisinage, mais non pas ce qu'on appelle le quatrième côté. Okay? Donc, ce qui veut dire entre la résidence et cette piscine creusée-là. Là, maintenant, on vient ajouter cet aspect-là. Certains vont me dire « Ouais, mais mon aménagement s'y apprête pas. » Bien, peut-être que c'est pas ce type de clôture-là que vous devriez venir mettre. C'est peut-être plutôt le concept de vitrée que vous devriez venir mettre à même le patio de la maison. Vous avez protégé le voisinage, vous avez protégé la résidence. On est venu spécifier l'ouverture des fenêtres. L'idée, c'est que, vous voyez, à travers les barreaux ici, là, ce 10 cm-là, bien, c'est le même principe avec l'ouverture des fenêtres. Si on est capable de contrôler ça, on est correct de ce côté-là. On est venu dire dans la réglementation que si vous avez un équipement autour de la piscine hors terre, tel que des boîtes à fleurs, par exemple, tel que le système de filtration, on vous dit que vous devriez le distancer à plus de 1 mètre et vous devriez avoir aucune possibilité de grimper pour vous rendre à la piscine parce que les enfants réussissent avec les moteurs de filtration de grimper dessus, puis moindrement que j'ai un tuyau rigide, bien, ils vont continuer à grimper sur ce tuyau-là et avoir accès à la piscine. Donc, si vous avez une piscine hors terre, vous ne voulez pas le mettre attenant au patio, mais vous le mettez dans le fond de la cour et que c'est juste une échelle que vous avez, bien, cette échelle-là, avant, on pouvait la remonter manuellement, mais ça nous a démontré aucune efficacité. Maintenant, il y a une portière qui va dessus qui s'ajuste. Ce qui est encore mieux, c'est de créer le mini patio avec les escaliers, avec le système justement de clôture, comme on peut voir ici, avec cette fermeture-là, puis le fameux loquet de sécurité.
là, vous venez d'augmenter de façon significative la sécurité dans votre cour arrière et profitez des bons moments avec la piscine lorsque l'activité de baignade a lieu. Pour occuper ce poste-là, il faut être passionné, il faut être impliqué. Même vous avez mentionné plutôt là, d'être impliqué depuis plus de 40 ans. Là. J'aimerais ça en apprendre sur votre histoire. Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dès le début? C'est une bonne question. Vous savez, plus jeune, je suis une personne qui a appris à suivre des cours de natation et à développer mes compétences pour devenir sauveteur dans une magnifique région qui s'appelle les Laurentides. J'ai été sauveteur dès l'âge de 14-15 ans sur des plages et je suis devenu ce qu'on appelle un gestionnaire aquatique au fil du temps pour cette municipalité-là. Je suis allé faire à temps partiel un baccalauréat en enseignement. OK? Et lorsque j'ai terminé mon baccalauréat en enseignement de l'éducation physique, qui est aujourd'hui éducation physique et à la santé, il n'y avait plus d'emploi disponible dans les écoles. Là. Ça fait partie de ma génération à moi, là, la fin des baby boomers. Là. Donc, j'ai décidé que pour moi, c'était une façon de venir éduquer, de sensibiliser la population. Ça a été un peu mon leitmotiv, là, ça a été un peu pour moi, peut-être que je pourrais faire la différence. Et je me rappelle que quand j'étais au cégep, je rêvais de devenir pédiatre. OK? Mais pour toutes les raisons qui appartiennent à mes capacités de certains cours, ont fait en sorte que j'ai bifurqué vers le domaine de l'enseignement. Et qui dit domaine de l'enseignement, j'ai poursuivi toutes les formations pour devenir ce qu'on appelle un formateur provincial à la Société de sauvetage. J'ai formé je ne sais plus combien de sauveteurs à travers le Québec, là, principalement dans les Laurentides. J'ai même été formé des sauveteurs du côté de la côte est américaine. J'ai participé à des échanges franco-québécois. J'avais le goût d'apprendre là, toutes ces notions-là de sauvetage. Et j'ai commencé à travailler à la Société de sauvetage comme étant un directeur des programmes, directeur technique là, en 1986. Et en 1990, je suis devenu le directeur général. Et qui dit direction générale, dit planification stratégique. Alors, et c'est là où on a décidé vraiment de se concentrer sur c'est quoi la raison d'être de notre organisation. Puis c'était clair qu'on ne faisait pas juste former les sauveteurs. Il fallait comprendre le phénomène de la noyade. Et je me souviens très bien, encore une fois, je le dis humblement, je participe à chaque année au prix hommage au civisme québécois, des gens qui ont fait des actes de sauvetage. Puis un jour, le ministre de la Justice m'avait posé la question si j'avais perdu un être cher de la noyade. Puis je dis non, mais pourquoi la question? D'habitude, les gens qui s'impliquent dans des causes humanitaires, c'est parce qu'ils ont été touchés de près. Et je lui ai rappelé, je lui ai dit plutôt que j'étais un éducateur. Et que pour moi, c'était la façon de venir modifier le comportement chez les gens. C'est ce qui m'a toujours fait plaisir dans mon travail. Ce qu'on fait, vous et moi, ça fait partie de mes joies, justement. Je sais que certains adolescents vont me qualifier de Monsieur Noyade lorsqu'ils me voient à la télévision, là, mais il reste que pour moi, derrière le drame, il y a nécessairement une façon d'éduquer et de sensibiliser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui peuvent des fois m'aborder pour me dire vous avez convaincu mon mari de porter sa veste de flottaison maintenant. Vous avez convaincu de mettre la portière de sécurité qui se referme automatiquement. Alors, je me dis tout le temps, ces gens-là, ils ne feraient jamais partie de nos données et c'est ça qui est agréable aussi. Puis, c'est peut-être ma façon, finalement, de sauver des vies. Parce que parfois, c'est plus difficile de calculer le nombre de vies qu'on a sauvées, mais je suis convaincue que juste par vos préventions, votre éducation, vous en avez sauvé plus d'une. C'est une prétention, oui, c'est une prétention et tant mieux si ça a eu cet effet bénéfique-là pour la société québécoise. Et parce que, vous savez, là, nous, on pousse plus loin nos données sur les noyades. Chaque fois qu'on rencontre une noyade, on sait qu'elle est évitable la plupart d'entre elles. Je ne parle pas des noyades d'accidents de la route. Là. On s'entend, c'est un accident. Mais la majorité des noyades d'origine récréative ou sportive, elles sont évitables. Là, on pousse plus loin nos études pour démontrer qu'à chaque fois qu'il y a une noyade, peu importe le genre, l'âge, on pourrait peut-être multiplier par 4 puis par 5 des gens qui ont souffert de la noyade. Je sais que l'hôpital pour enfants a sorti dernièrement pour dire qu'il y a un enfant par jour qui va se retrouver à l'hôpital durant la saison estivale.
Nos données disent en moyenne que c'est 8-9 enfants par année qui se noient, donc c'est une noyade mortelle. Si je prends ça par 10, parce que c'est le chiffre qu'on semble vouloir nous dire, ben ça veut dire 80-90, c'est la période de saison estivale. Parce que pas toutes les noyades sont mortelles. Non, ben non. La définition de la noyade, c'est une asphyxie, mais on la qualifie de deux façons. Elle est mortelle ou non mortelle. Donc, non mortel, ça veut dire c'est la mauvaise tasse que j'ai pris. On dit des fois quasi-noyade. Vous avez déjà entendu parler la noyade secondaire. On utilise de moins en moins ces termes-là. On qualifie plus celle où on a tenté de réanimer puis qu'on n'a pas été capable de faire la différence. Celle où on a réussi à réanimer, mais certains avec des séquelles, d'autres pas. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on parle d'environ 80 noyades par année, tout plan d'eau confondu, là, je ne parle pas juste des piscines, tout plan d'eau confondu, et que je multiplie ça, ne serait-ce que par 4, ça veut dire 320. J'additionne les deux, ça voudrait dire que 400 familles en moyenne au Québec qui sont touchées de près ou de loin par rapport à la noyade. Ça commence, je trouve, à faire beaucoup, là. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que les facteurs contributifs sont essentiellement les mêmes, même si elle est non mortelle, l'accessibilité et la vigilance. OK? Alors, pour nous, là, c'est clair qu'il faut continuer à travailler. Contrôlons l'accessibilité, puis assurons qu'on a cette vigilance-là en tout temps et on va voir nos chiffres diminuer année après année. Et même ces noyades non mortelles-là vont continuer à diminuer. C'est incroyable. Là, vous dites que l'hôpital pour enfants a dit qu'il va y avoir un enfant par jour Durant la période estivale. Qui va visiter l'hôpital par cause de noyage. Oui. Malheureusement, certains, ça va être mortel, OK? Puis d'autres, ça va être non mortel. Ça peut aller aussi simple que mon enfant a pris une mauvaise tasse et là, on m'a parlé de noyade secondaire. J'aimerais ça que vous me rassuriez. Oui, ça peut être la raison. Tout comme ça peut être mon enfant s'est baigné hier, puis il ne file pas depuis ce temps-là. Il est en train de se produire quelque chose. Tout comme ça peut être je l'ai réanimé ou si le service ambulancier, on l'a réanimé. Fait que là, on va s'assurer que au niveau neurologique, tout va bien. Donc, c'est ce genre de raisons-là pour lesquelles on va à l'hôpital durant la période estivale. Et moi, je trouve que ça fait tout son sens de pouvoir continuer à éduquer et reprendre ces messages de prévention-là qu'on fait à chaque année. Vraiment. Depuis votre arrivée à la Société de sauvetage jusqu'à maintenant, j'imagine qu'il y a plusieurs choses qui ont changé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête, une évolution, un changement, quelque chose que vous pouvez être fier ou que vous remarquez? Bien, c'est sûr que moi, dès les premiers instants, lorsqu'on a travaillé sur les données du coroner face aux piscines résidentielles, puis qu'on a compris que c'était ça qu'il fallait travailler, moi, c'est tous les travaux qu'on a mis en place avec le gouvernement, avec les partenaires de la santé, qui a fait en sorte qu'à partir de 2010, il y a eu un règlement provincial obligeant toutes les municipalités à le suivre. Ça, là, pour moi, là, c'est très significatif, là. Oui, on a créé des activités, des campagnes. La Semaine nationale de prévention de la noyade, c'est une semaine hyper importante parce que là, c'est en plein cœur de l'été. C'est malheureusement le moment de l'année où on en rencontre le plus de noyades tout partout au Canada. Alors, nous, on dit c'est tout à fait approprié de remettre ces messages-là à l'ordre du jour des gens pour qu'ils puissent comprendre à la veille des vacances pour plusieurs. Je vais redoubler de prudence. OK? Parce que moi, je le dis, si vous prenez le temps de suivre nos conseils de sécurité, vous allez avoir des anecdotes à raconter plus que des drames à faire vivre à vos proches. Alors, oui, j'ai un certain niveau de satisfaction par rapport à tout ça. Mon prochain cheval de bataille, c'est de rendre obligatoire le port de la veste de flottaison à bord des embarcations. Juste ça viendrait faire en sorte que je viendrais de réduire de 80 à 60 mes décès liés à l'eau par année au Québec seulement. Alors, et de poursuivre ce mandat-là, de parler de piscines, parce que il va continuer à s'en construire des piscines résidentielles. Les gens vont les rénover, ces piscines-là, donc ils doivent se conformer tôt ou tard. Et peut-être le conseil que je donnerais à l'ensemble des gens, attendez pas à l'automne 2025 pour pouvoir vous conformer. Il va être trop tard. Ça va vous coûter encore plus cher. Il va y avoir plus de difficultés de pouvoir installer le tout. Profitez de ces moments-là qu'on vous dit maintenant de le faire. Et
Cette semaine, il y a des gens qui m'ont rapporté ben, c'est à cause de toi que je vais faire installer. Non, c'est pas à cause de moi, c'est la société québécoise qui a voulu ça. Et pour moi, c'est. Puis de savoir qu'on est peut-être un des États les plus avant-garde. Vous savez, moi, je regarde les 10 mesures que l'OMS nous demande, là, puis je peux vous dire que le Québec fait bonne figure. Là. On a nagé pour survivre maintenant pour les enfants de 8-9 ans dans les écoles. Ça aussi, ça remplit la condition de l'OMS. La réglementation pour le port du vêtement de flottaison, ça va faire une différence. On dit aussi à tous les propriétaires de piscines résidentielles, au moins un adulte de la résidence devrait suivre une formation en réanimation cardio-respiratoire. Ça aussi, ça fait partie des mesures que l'OMS nous demande parce qu'on le sait que lorsqu'il arrive une noyade, dès que vous commencez à faire la réanimation cardio-respiratoire, vous augmentez. Retenez ce principe-là. Là. Chaque minute qu'on attend le service préhospitalier d'urgence, c'est 10 % de moins de récupération pour la victime. Alors, si ça prend 5 minutes avant même qu'on débute les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, dites-vous que vous avez peut-être 50 % des chances de ne pas récupérer la personne sans séquelles. Alors donc, c'est de là toute l'importance de, aussitôt que je sors l'enfant ou l'adulte ou l'adolescent de l'eau, je débute les manœuvres de réanimation. Et même si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux intervenir. Puis en faisant le 911, on va vous expliquer quoi faire. L'idée, c'est de faire circuler justement le sang avec une certaine forme d'oxygénation qui, des fois, c'est juste l'air ambiant là, qui va faire toute la différence dans la réanimation cardio-respiratoire. Tout ce que vous dites, toutes les mesures de prévention, les trucs, les conseils, ça me fait un peu penser justement au permis de conduire automobile. T'sais, on conduirait pas une voiture sans savoir quoi faire, sans s'attacher, sans connaître les règles de la route. Mais on dirait qu'avoir une piscine, c'est comme si c'était pas important, tout le monde est capable. Mais finalement, il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place pour éviter les pires. Vous avez raison. Il y a le côté récréatif. OK, fait en sorte que on veut avoir du plaisir. Puis souvent, la mesure de sécurité ou la contrainte qu'on lui donne, c'est comme une barrière qu'on vient ajouter de plus au plaisir. Moi, je vous dis, c'est tout à fait le contraire. En mettant tout ça en place, vous venez d'augmenter le plaisir parce que vous savez que si jamais ça arrive, ça ne sera pas à cause d'un facteur sur lequel vous auriez peut-être pu faire la différence. OK, l'aménagement, là, combien de fois je l'ai entendu? J'étais en train d'installer le tout, mais la noyade a eu lieu pareil. La surveillance, on était tant d'adultes, c'est arrivé pareil. Ça sera toujours ce que j'appelle, moi, des facteurs sur lesquels les personnes, malheureusement, vont dire « j'aurais pu faire la différence ». Mais la défaillance peut arriver à n'importe quel prix, là, j'en conviens, mais au moins, si vous savez quoi faire, si jamais ça arrive, parce que vous allez avoir réagi promptement, vous allez reconnaître que là, une situation urgente, vous allez déclencher le 911 rapidement, vous allez maintenir en vie artificiellement la personne, là, vous allez avoir fait la différence chez quelqu'un et c'est ça la bonne nouvelle encourageante. Pour terminer, Rinald, si vous aviez peut-être une leçon ou un mot ou quelque chose que vous aimeriez là, répandre dans les foyers québécois, quelque chose que vous voulez répéter aux gens, c'est votre moment. Oui. Un petit phrase clé que les gens peuvent retourner à la maison. Oui, près de l'eau, sur l'eau, dans l'eau, ne jamais être seul. C'est mon conseil d'usage que je vous donne maintenant parce que 50 % de nos victimes étaient seules au moment. Donc, personne pour déclencher le 911, personne pour tenter de sauver la personne, puis surtout personne pour nous relater qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors, ne jamais être seul, c'est peut-être un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Ben, gros merci de votre temps, de votre générosité. On en a appris beaucoup plus, puis je suis sûre qu'il y en a plein de personnes qui en ont appris beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir d'être ici. Merci.